Alors ici, on se trouve à l'AHCI, donc une salle, une exposition qui est prévue chaque année, à la même date que le Watches and Wonders. Donc, l'AHCI, c'est l'Académie des horlogers indépendants créateurs et on a la chance d'être à la Side Lasberg pour présenter, nos collections et nos réalisations. On est actuellement, je pense, 25 exposants. Il y a de la pendulerie et de l'horlogerie Brasse, les montres basses là. Ouais, volontiers. Alors, Nicolas Delalay, moi j'ai 56 ans et je suis sorti de l'école d'horlogerie en 1991. Donc ça fait déjà un petit moment à l'école d'horlogerie à Genève, comme horloger rabilleur, on appelait ça à l'époque. J'ai eu la chance d'aller directement chez Patek Philippe. Et là, j'ai travaillé d'abord au réglage échappement pendant une année et demie, 2 ans. Et après, j'ai demandé assez vite d'aller aux complications. Et j'ai travaillé pendant 4 ans au chrono rattrapante, quantième perpétuel. Donc, c'était un travail assez rapidement exceptionnel parce qu'à l'époque, on pouvait accéder à ce genre de mouvements compliqués plus facilement que maintenant, je pense. Ce que j'ai fait, c'est que bon, voilà, il y a eu Patek Philippe pendant quelques années, puis après, j'ai eu la chance de travailler pour différentes marques horlogères indépendantes qui démarraient. Il y a eu François-Paul Jour, nous on était trois, il y a eu Roger Duvuy, on n'était que trois ou quatre, et Monsieur De Witt. Et ça, j'ai fait ça pendant peut-être 7 8 ans. J'ai eu la chance de démarrer cette aventure. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais pourquoi moi je ferais pas aussi un petit peu le même chemin et ce cheminement, je l'ai fait et je me suis mis indépendant en 2000. Et puis en 2004, à force de travailler pour d'autres dans des montages mouvements compliqués, là, je me suis dit, quand même, faire ma montre. Donc j'ai développé un mouvement et puis en 2004, j'ai exposé pour la première fois ma montre à un collectionneur qui, dans le train du retour, ça je me rappellerai toujours, c'était à Baselworld, dans le train du retour, il m'appelle puis il me dit, ben, Nicolas, j'aimerais bien acheter votre montre. Et voilà, c'est parti comme ça en fait. Et puis après, j'en ai fait 5. Puis après, je me suis rallié un peu à l'académie en tant que candidat, puis après membre. Puis pendant quelques années, de 2006 à 2011, j'ai présenté ma première collection Le Garde-Temps à l'Académie des horlogers à Baselworld. Voilà, et puis les choses se sont mises en place comme ça, avec une collection, des catalogues, tout s'est un petit peu mis en place comme ça. Et puis en 2016, quelque chose que je n'avais jamais fait, j'ai eu la chance de pouvoir me présenter au musée Patek comme horloger restaurateur. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais encore réalisé. J'avais toujours fait de la production. Et là, c'était de la restauration de pièces incroyables. Donc, 2016-2024, j'ai mis en parenthèse mon indépendance et j'ai été horloger restaurateur au musée Patek où j'ai vu des montres incroyables, quoi. Alors, il y en a plusieurs parce que c'est vrai qu'en 8 ans, j'ai eu l'opportunité de réaliser des montres poches et bracelets de la marque Patek, mais aussi évidemment de Patek, premier étage, où j'ai pu restaurer pas mal de pièces, mais surtout au deuxième étage, où là, j'ai eu l'opportunité de restaurer des pièces extrêmement anciennes. Alors, il y a peut-être deux montres qui me marquent, comme ça, si je réfléchis un peu haute voix. La première, c'était une de mes plus anciennes pièces qui datait de 1588. Donc là, c'était juste dingue parce qu'on restaure une pièce du XVIe siècle. Alors, elle avait une aiguille, puis elle faisait à peu près tic-tac, mais c'était pas plus que ça, quoi. Et puis la deuxième, je sais pas, j'ai ouvert, pas pour une restauration complète, mais la 89, par exemple. J'ai travaillé sur des montres Breguet. Voilà, ça c'est fou, quoi. Et puis une montre qui m'a vraiment intéressé, c'était une montre poche de Jean-Moïse Pouzet, horloger du 18e, qui avait inventé la seconde morte, seconde sautante. Et voilà, ça c'était une montre horloger genevois en plus. Et pour l'histoire, la petite histoire, c'était marrant parce que j'ai appris après que ce Jean-Moïse Pouzet avait initié les débuts de ce qui allait devenir l'école d'horlogerie en 1864. Donc voilà, ça c'est des pièces qui m'ont marqué. Ouais.
Tout ce qui était rapport à la clientèle, c'était restauré, appelons les watts, et toutes les montres sur lesquelles on travaillait au musée, c'était que les montres qu'on prenait, on sortait de vitrine par 4 ou 5 pièces, on restaurait, puis après on les remettait en vitrine. Ça a commencé en 2001. Moi, quand je me suis mis indépendant, mon frère m'a aidé pour gérer un peu les expositions, un peu tout ce côté un petit peu organisationnel. Katharina, mon épouse, elle est le comptable, alors elle gère toute l'admin, la comptabilité, la paperasse, l'admin, et puis toute la partie facturation. Et puis moi, je m'occupe essentiellement voilà, de ce que je sais faire, l'horlogerie, et être à l'établi et réaliser des créations. Et là, c'est marrant parce que mon fils a commencé, Louis, cette année à l'école d'horlogerie. Donc, ça continue l'affiliation. On verra par la suite. J'ai acheté un vieux mouvement de pendule, puis on l'a restauré ensemble pendant l'été. Il a bien aimé, donc c'est parti comme ça. Après, on a visité l'école d'horlogerie, puis chaque fois, il disait bah, j'aime bien en fait, ça me plaît bien. Alors, il est revenu quelques fois à l'atelier, on a fait des choses assez simples. C'est parti comme ça. Moi, je travaille sur plusieurs choses en même temps. Déjà, je continue de réaliser les mouvements de la collection Renaissance. Donc là, on a une série de mouvements de montres Renaissance, la collection Renaissance 24 pièces. Elles sont toutes vendues. J'en ai déjà placé moins d'une dizaine. Cette année, je vais encore en réaliser, je pense, une petite dizaine. Donc, mon travail, c'est de m'occuper essentiellement de la collection Renaissance. Et puis, en parallèle, je travaille sur ce projet Asteria, collection qui va aboutir avril 2028, normalement, j'espère. Et effectivement, là, je travaille beaucoup en partenariat avec un constructeur qui m'aide pour le développement complet de ce mouvement. Nouveau mouvement, seconde morte au centre, Jean-Moïse Pouzès, qui est un peu l'inspiration. Il y a une épaule filante qui va passer sous le cadran toutes les 15 minutes et puis sonnerie au passage avec 2 vartos. C'est une collection que j'ai dédiée un peu aux grands astronomes, Asteria. Et le collectionneur, une fois qu'il va vouloir commander ou réserver une de ces montres, sur la plaquette de présentation, il aura une quinzaine de noms d'astronomes, si ça lui parle ou pas, et puis si ça lui intéresse. Sur ces 15 noms, il peut en cocher 5 qu'il va retrouver sur son cadran. Et puis, il y a aussi cette étoile filante, et puis il y a la gravure qui fera un petit peu symbole aux grands astronomes. Ouais, alors, un fameux graveur, Juan Mosquera, c'est un graveur, un des meilleurs, je pense, de la place de Genève, qui est indépendant, il travaille à Arcot. Il fait des gravures exceptionnelles. Il travaillait beaucoup pour Patek, il travaille pour d'autres indépendants, et puis depuis le début, il travaille avec moi, pour moi et pour d'autres. Et puis, voilà. C'est le parrain de mon fils, donc c'est un peu la famille avec qui. Mais non, il bosse, il fait un travail fantastique. Voilà, dès que j'ai des fonds, des pièces à graver, des pièces uniques, je vois tous les 2-3 jours, 3-4 jours, donc on collabore régulièrement ensemble. Ouais, c'est plus pour moi de ce que je peux me rendre compte sur Renaissance, Asteria ou d'autres projets. J'ai plus une idée, on va dire, technique, horlogère, et puis après, je vais habiller tout ça. Je m'entoure aussi d'un graveur qui me donne de très bonnes idées, d'un designer qui peut lui m'apporter certaines choses, qui fait des visuels, etc. Mais l'idée première, elle vient de la technique d'abord. C'est vrai que je suis horloger, donc ça part de là. 2024, tout est parti de là au départ. Au 2024, Jean-Marc Vidrèche d'Agenor, il vient me voir au musée Patek. On discute et tout, puis il me montre une pièce, puis j'aimais bien le style, et c'était une marque connue, et puis il me dit, regarde, c'est une boîte Tantal. Je dis, ah, c'est vraiment intéressant, puis il me la montre, le poids, et puis les teintes, les couleurs, enfin voilà. Et je me suis dit, mais ça, c'est intéressant. Puis après, alors, je me suis cassé les dents, c'est le cas de dire, sur comment réaliser une boîte avec ce matériel-là, un matériel assez complexe à usiner, presque impossible à polir. Et puis, j'ai trouvé quelqu'un sur Neuchâtel qui, lui, avait déjà assumé une collection en Tantal.
Et puis au bout de 3 mois de recherche, je tombe sur lui on a pu démarrer comme ça la réalisation de ces boîtes. Et c'est un matériel qui plaît beaucoup en fait. Alors peut-être qu'on est aussi aiguillé, mais ça, voilà. Moi, j'avais la première série, Le Garde-Temps, en 2016. J'étais parti sur de l'or gris, de l'or jaune, de l'or rose. Puis là, je me suis dit, bon, bah, je redémarre. Alors, deux choix. C'est le premier, je voulais faire autre chose que de l'or. Et puis aussi, il y avait, parce que je redémarrais un petit peu l'aventure, il y avait aussi un problème économique de se dire, mais moi, si je dois acheter 5-6 boîtes d'or au prix de l'or actuel, ça va être compliqué, sans savoir si tout ça allait bien redémarrer. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, voilà, vers quoi je pourrais me tourner. Puis je réfléchissais déjà, puis je me suis dit, une boîte acier, ça peut être sympa. Puis tout d'un coup, voilà, je tombe sur Jean-Marc qui me propose, qui me montre une boîte Tantal. Je me suis dit, ah, ça c'est intéressant. Tout est parti de là. Alors, ce sera sur 36, or rose, or jaune et grise, et il y a une commande en boîte titane. En fait, Asteria, on va la décliner en Asteria simple, où il y aura juste l'étoile filante, et puis Asteria complète, ça veut dire l'étoile filante et la sernée au passage. Et pour l'instant, on a placé quelques pièces complètes, et puis 2 pièces en Asteria simple. Et ce sera en boîte or, là. Essentiellement en direct, parce que on se rend compte, bon, moi je fais de la petite série, hein, 10-12 montres dans l'année, j'ai pas besoin d'avoir des points de vente, c'est pas nécessaire. Et actuellement, ce qui n'existait pas en 2000, c'est que maintenant avec Instagram, avec les réseaux, avec le site internet, on arrive à toucher beaucoup plus facilement et correspondre, échanger avec le collectionneur, ce qui nous permet de pouvoir avoir un accès plus direct avec ces personnes-là et moins forcément besoin d'un point de vente ou d'un revendeur. Alors, il y a un petit peu de tout, hein. Asteria, les 3 premiers collectionneurs, ils sont de Genève. Après, c'est les États-Unis. Il y a eu la Chine, Hong Kong, le Japon. Voilà, ça vient aussi d'Autriche. Ouais, non, il n'y a pas. Oui, je pense que le point fort pour l'instant, c'est les États-Unis. Ça, c'est encore une autre étape. D'accord. D'ailleurs, quand on discutait avant de est-ce que je me consacre qu'à Asteria, voilà, il y a Renaissance, il y a Asteria sur le développement. Pour l'instant, c'est pas un travail d'horlogerie pure, mais il y a aussi le projet de Chaplin et on arrive à un partenariat maintenant qui va être concret d'ici fin avril avec Laura Chaplin. On va réaliser une série de montres hommage à son grand-père, Charlie Chaplin. Et voilà, moi, c'était une de mes passions depuis que je suis gamin, c'est Charlie Chaplin. C'est quelqu'un qui est source d'inspiration depuis tellement longtemps et qui un jour, je me suis dit, mais si je pouvais faire une montre en hommage à Chaplin, j'adorerais. Puis ça, c'est venu il y a peu de temps, hein. J'avais pas cette idée avant Patek, avant le musée. Et puis j'ai contacté Laura et ça lui a tout de suite beaucoup intéressé. Elle m'a dit, mais c'est génial, c'est une bonne idée. Donc, on va faire une série d'hommages au plus grand film de Charlie Chaplin. Donc, pour chaque film, il y aura 10 pièces consacrées au film et peinture sur émail, et cadran émail, micro-peinture. Pour chaque film, il y a une image très forte. On va la retrouver sur le cadran. Et il y a quelques horlogers avec qui je suis en contact régulier de l'académie, mais c'est marrant parce que l'académie, en fait, essentiellement, on est tous contents de se retrouver pendant 6 jours à la HCI, puis après chacun part dans ses ateliers, puis on se revoit plus trop, puis on se parle, puis on s'appelle. Moi, j'ai vu Philippe Dufour il y a 2 mois. Je voulais qu'il me raconte un peu les côtes de Genève, parce que maintenant j'ai une machine pour faire les côtes de Genève. Je voulais qu'il m'explique un peu comment lui il fait. Shona, enfin Viana Alter, je l'appelle régulièrement. Voilà, il y a des horlogers avec qui je communique de temps en temps. Mais c'est vrai qu'on se revoit tous ici pour ces 7 jours, 6-7 jours, puis après, hop, c'est reparti, puis on communique par WhatsApp et par quelques échanges. Et puis moi, j'ai quelques collègues horlogers sur Genève, j'en ai 2-3 avec qui je suis en lien assez direct, que je vois très régulièrement, avec qui on échange, que ce soit des compétences, que ce soit des contacts, des sous-traitants. Quand il y a comme ça
une amitié qui s'est créée avec, par exemple, Jérôme Marcu, avec d'autres, hein, on s'échange beaucoup. Et ça, et c'est vrai qu'on se sent moins seul à devoir galérer sur nos projets. Je pense que pour les collectionneurs qui ont déjà pu acquérir des marques importantes, que ce soit Patek ou Vacheron, ou je ne sais pas, ou Blancpain, ils ont pu acquérir ces dernières années un certain nombre de pièces comme ça, de marques, on va dire, réputées importantes de la place. Et puis ils se tournent de plus en plus, c'est ce que je ressens depuis quelques années, vers les indépendants qui proposent quelque chose de différent, qui proposent aussi une interaction. Moi, j'en ai pas mal qui me disent, mais nous, ce qu'on aime, c'est parler avec l'horloger. C'est ce qu'ils me disent. Et puis, ils peuvent interagir. Alors, bien sûr qu'on ne va pas faire du pièce à pièce, mais ils se sentent considérés et et ça les, ça les motive, d'avoir ce lien avec l'horloger direct qui crée les pièces. C'est quelque chose qui est vraiment qui est un réel plus, je pense, pour les indépendants comme ici qui font peu de pièces dans l'année. Ouais, c'est marrant, c'est une discussion que j'ai pu avoir avec deux collectionneurs la semaine passée. Euh, il y en a qui vont acheter, pas les collectionneurs purs et durs, mais ceux qui vont vouloir s'acheter une marque pour que dans une soirée, on voit qu'ils ont telle montre. Euh, et, et ces deux collectionneurs avec qui je discutais me disaient, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que on est attaché à la montre qu'on va acheter, à l'histoire qu'il y a derrière. Et puis si on discute avec un autre contact qui est aussi passionné de montre, il va tout de suite voir que c'est pas pour la marque qu'on va acheter ça, c'est pas pour représenter une classe sociale ou quoi, mais c'est parce que en ayant un peu la même pièce au niveau du haut de gamme, on va tout de suite savoir qu'on est là, qu'on va pouvoir partager un certain nombre de ressentis par rapport à la qualité du mouvement, de l'histoire, de l'horloger qu'il y a derrière. Et ouais, ça c'est assez intéressant d'entendre ça. Alors, c'est sûr qu'on est quelques-uns ici où on a des prix qui sont quand même élevés parce qu'il y a beaucoup de travail derrière et c'est peut-être pas forcément facile pour un jeune d'acquérir ce genre de pièces au tout début, mais on peut trouver son bonheur avec des montres plus confidentielles au niveau du prix. Peut-être, moi je sais pas, ma première pièce c'était une montre universelle qui m'avait coûté 1200 francs. On peut acheter une jolie montre des années 60, 70, une Zénith, déjà pour avoir quelque chose, une marque, et avoir un mouvement qui soit déjà un peu plus horloger, on va dire. Puis par la suite, ben, si l'opportunité, les possibilités se présentent, voilà, pouvoir acquérir des pièces plus haut de gamme. Moi, ça me plaît beaucoup parce que de revoir, en fait, c'est des cycles comme ça, j'ai l'impression. Et puis, il y a eu des périodes de plusieurs années où on n'a plus du tout vu certains genres de pièces. Et maintenant, ça revient. Moi, je trouve ça formidable parce qu'on voit qu'il y a un cycle qui se fait. Il y a une continuité. Alors, même si il y a des marques qui deviennent un peu moins importantes, qu'on ne parle plus beaucoup, mais c'est jamais terminé en fait. Et voilà, typiquement pour Universal, ça peut être le cas, je trouve. Je tenais à remercier particulièrement Nicolas Delalloy pour sa disponibilité et sa générosité. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Vous pouvez également nous apporter un très grand soutien en vous abonnant à la chaîne YouTube et en nous suivant sur le compte Instagram The Dial Circle. A très vite pour de nouvelles vidéos.